Voilà. 16 mots. 16 dafa funda. 4 mots. Caméra là. Voilà, chers téléspectateurs de Diaobé TV. Nous sommes aujourd'hui dimanche 2 mars 2025. Donc nous sommes bien sur votre chaîne préférée, la chaîne du Lumo Diaobé TV, avec votre émission Parlons Éducation qui reçoit aujourd'hui un enseignant, un écrivain, poète appelé Ablaye Marigo. Mais aussi, on le surnomme aussi l'épervier. Donc, chers téléspectateurs, à la présentation de cette émission, votre ami et fidèle serviteur Moustapha Diallo, à la technique DJ Jules. Donc, avant de commencer cette émission, d'abord, c'est le début du mois de Ramadan. Donc, nous disons à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices de Diaobé TV un bon mois béni de Ramadan. Qu'Allah accepte nos prières, nos jeûnes et aussi nos vœux formulés pendant ce mois béni. Donc d'abord, on va introduire notre invité. Bonsoir, monsieur Ablaye Marigo. Bonsoir, Moustapha. C'est un réel plaisir d'être ici aujourd'hui sur votre plateau et à la télé Diaobé TV, comme vous l'appelez affectueusement, la chaîne du Lumo. Donc c'est un réel plaisir d'être là. Et en entendant votre présentation, je dirais aussi bon Ramadan Mubarak à toute la Oumma islamique, à tous les musulmans du monde, et que la paix et la bénédiction du ciel descendent sur eux et sur nos amis et frères et sœurs et enfants de la Palestine et du Gaza et de tous ceux qui sont victimes d'oppression, sans oublier nos amis et frères et sœurs de la RDC. Bonsoir, encore une fois, c'est un réel plaisir. Voilà donc, chers téléspectateurs, merci encore une fois, M. Ablaye Marigo, d'avoir d'abord accepté notre invitation. Donc, je partage donc ce plateau avec un promotionnaire de la 3e G élève maître. Donc, la G d'abord, élève maître, vous salue. Donc, en passage, il y a Raoul Sekou Sadio du côté de Kolda qui vous salue, et toute la génération, donc vous salue. Donc, quel mot pouvez-vous dire à l'endroit de notre G d'abord? Pour la génération G3, donc appelée amicalement génération Yomboul 2015. Donc je le dis seulement, on salue, et aussi un réel plaisir que de beaux souvenirs au CRFPE de Kolda. C'est un plaisir aussi de garder le contact, parce que l'humanité a besoin de cela. C'est par les relations et les liens que l'on entretient, même si dans un court instant, et que ces liens poursuivent ou se perpétuent dans l'avenir. Voilà ce qui fait et qui maintient encore l'humanité qui semble avoir perdu son humanité vu toutes les guerres et tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Et donc c'est une occasion à travers votre télé de rendre hommage à la génération Yomboul 2015 et Raoul Sekou Sadio et tous les autres collègues. Je vous dis bonsoir et Ramadan Mubarak. Très bien, voilà, merci M. Ablaye Marigo. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Donc d'abord nous allons parler de l'éducation, ça veut dire d'une manière générale. En plus, on va attaquer au niveau de votre l'écrit, ça veut dire le parchemin humecté, donc votre ouvrage. Donc avant de commencer, M. Ablaye Marigo, on vous surnomme l'épervier. D'où vient son nom d'abord, l'épervier? Donc l'épervier, je l'ai pris parce que l'épervier c'est dans la famille des faucons.
donc les faucons pèlerins, d'où fait partie l'aigle royal et tous les autres. Mais la particularité de l'épervier, c'est son œil translucide. Donc il peut apercevoir donc une fourmi à 500 mètres du ciel. Et allégoriquement, donc en poésie, donc par l'allégorie, donc c'est dire que l'épervier que je suis a un œil en tant que poète et écrivain, donc un œil sur le monde, donc il est sensible à toutes les souffrances. C'est pour cela que dans l'entame de mes propos, j'ai parlé de la Palestine, parce que c'est un dossier qui me tient encore en humaniste, écrivain humaniste et panafricaniste, et aussi de nos frères de la RDC. Donc voilà un peu ce qui explique le pseudo-épervier. Donc c'est quelqu'un qui est translucide, qui observe le monde avec un œil humaniste et panafricaniste. Très bien. Donc voilà, merci encore une fois, M. Ablaye Marigo. On va maintenant attaquer le but du sujet, l'éducation. Donc notre système d'abord, que voyez-vous notre système éducatif du Sénégal en ce moment? Donc le système éducatif d'une manière générale, puisque ce n'est pas spécifié la question, oui. Donc c'est un système qui mérite, qu'on le dise ou pas, donc des réformes. Donc tant dans l'enseignement en tant que tel, réforme dans la gestion de l'école et réforme dans l'accès à l'éducation. Donc on voit ici, il y a beaucoup d'écoles qui souffrent d'abris provisoires et ce fait est dû en partie par cette non-maîtrise et cette impertinence d'implantation d'écoles dans des zones où on n'en avait pas besoin. Par exemple, je prends dans la zone où je sers, à Kandia, tu vois 2 villages de moins d'1 kilomètre et 4 villages d'affilée, chaque village a son école. Ça c'est impertinent, je ne sais pas qui a planifié cela. Donc c'était au temps de l'EPT, l'éducation pour tous, mais ce n'était pas pour autant qu'il y ait cette implantation irrationnelle, non impertinente de l'école dans des villages qui pouvaient être combinés et rapprochés pour qu'il y ait plus d'efficacité d'enseignants. Et l'autre aspect, c'est dans les contenus. Oui, donc les contenus enseignés, et on voit qu'il y a beaucoup de répétitions et aussi les contenus sont pléthoriques, que ce soit à l'élémentaire au moins secondaire. Et nous espérons avec les nouvelles autorités dans le cadre de leur politique éducative de ramener l'éducation de 6 ans à 4 ans, donc le cursus primaire, ce ne sera plus de 4 ans, mais plutôt de 6 ans, mais oui, plutôt de 4 ans. Et aussi il y a l'enseignement professionnalisant et même l'éducation universitaire qu'on veut professionnaliser. Donc je pense avec ça, il y a déjà l'introduction de l'anglais et les LINAC. Donc ce sont des initiatives qu'on peut saluer pour le moment et exiger plus, c'est-à-dire réformer le contenu enseigné et l'enseignement d'une manière générale, tant dans sa gestion que dans l'accès et dans la qualité. Voilà. Surtout, vous avez énuméré ces 2 aspects-là, mais aussi au niveau du personnel. Le personnel, ça veut dire l'enseignement ne peut pas aller, la qualité ne peut pas être sans le corps le personnel éducatif. Il y a un manque criard d'enseignants. Là aussi, qu'en dites-vous au niveau des nouvelles autorités? Donc, ce manque, vous savez, c'est dû un peu au départ à la retraite de certains, aussi la disponibilité d'autres dans d'autres services hors de l'enseignement, et aussi la multiplication d'écoles. Donc, comme je le disais, donc une école qui pouvait recevoir 5 villages et on donne à chaque village une école. Et aussi le système d'affectation des enseignants aussi, ça pose problème. Le ministère a mis en place le Mirador. Donc, mais le Mirador, donc moi, c'est mon avis, hein, c'est-à-dire le système d'affectation des enseignants, je pense que c'est à revoir. Parce que moi, je ne peux pas être de Vélingara et à la sortie de la formation qu'on m'amène à Fouta. Donc, nettement, après avoir rempli les conditions requises pour une compétition, donc 3 ans ou 4 ans, donc je vais forcément retourner à Vélingara. Donc, là-bas, il faut avoir un cap. Et donc, voilà, entre autres, des problèmes qui sont un peu subtils, mais qui aussi participent
au manque qu'il y a d'enseignants d'une localité par rapport à une autre. Et autre fait aussi, cette année on a vu aussi qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Donc dans le cadre du recrutement au niveau du CREM et aussi un recrutement spécial de 2000 enseignants qui n'est pas encore sorti. Oui, c'est pas encore effectif. Oui. N'est pas encore effectué. Oui. Je pense avec ce rythme, et puisque dans le référentiel, ils ont dit que le déficit et les abris provisoires d'ici 2029, ça sera résolu et espérons que d'année en année, qu'on aille vers cet objectif pour le bonheur de l'éducation. Voilà, surtout ça, c'est donc l'aspect personnel. Mais aussi, il y a le système de rémunération qui cause un véritable problème au niveau de l'éducation. Quelle lecture faites-vous sur le système de rémunération? Surtout parce qu'il n'y a pas d'équité au niveau de ce système-là de rémunération. Donc, le système de rémunération, je pense, dans la fonction publique, pas dans le système éducatif d'une manière générale, je pense que c'est un système inéquitable. Parce qu'à égal diplôme, nous considérons que le salaire, le traitement salarial doit être le même. À défaut que la différence soit dans le cadre des indemnités liées à la fonction exercée. Mais on voit ici au Sénégal ceux qui passent plus de temps sur le terrain, ceux qui travaillent le plus, comme on le dit, donc sont les moins payés. Donc à prendre le cas de notre fonction, notre profession, enseignant, nous sommes trop absorbés par le métier. Si tu es dans un enseignant de brousse, donc tu ne peux revenir que durant les week-ends. Ou des fois, c'est une fois dans les 2 week-ends. Donc tu vois, cela pose un énorme problème. Et là, dire encore ou savoir que celui-là qui est dans un bureau et qui peut ne pas y aller, perçoit plus que moi à la fin du mois, c'est frustrant, inéquitable et totalement inacceptable. Et le président Diomaye a parlé des assises sur le système de rémunération. Espérons que cela sera corrigé comme ce fut l'impôt sur les rappels qui a été corrigé, qui a été amélioré, je dirais, ce mois-ci. Donc beaucoup ont retiré des rappels et ils ont vu qu'il y a une différence de coupure donc par rapport aux autres qui percevaient le rappel, qu'on coupait presque jusqu'à 50% du rappel. Mais cette fois-ci, donc ce n'est pas le cas. Espérons après les assises sur le système de rémunération que ces inégalités-là soient corrigées et que la masse salariale des enseignants soit revalorisé encore plus. Oui. Voilà, donc après cet aspect-là aussi, il y a l'aspect des examens. D'une manière générale, l'examen au niveau du Sénégal, on dit que c'est coûteux. Mais pour percevoir ces indemnités-là, c'est un véritable problème, comme le cas des déplacements liés au baccalauréat. Tout récemment qu'on a payé ça. Là aussi, il y a un problème. Comment voyez-vous ce problème-là? Parce que je crois bien au niveau de SAC IF ou bien au niveau de SAC IA, il y a un budget qui est voté pour ces examens-là. Pourquoi ça tarde à exécuter ça, par exemple? Donc, je pense que pour les indemnités liées au déplacement des examens, je pense que ce qui a tardé, c'est les indemnités liées au bac. Au bac, oui. Donc, ça dépend du ministère de l'enseignement supérieur. Vous savez, le ministère de l'Éducation gère du cycle fondamental au moins. Donc, ça, je pense que ces examens-là ont été corrigés. Et là, c'est compréhensible, puisque ils ont trouvé une année budgétaire, donc dont ils n'ont pas voté le budget. Et deuxième aspect, il y a le docteur Abdourahmane Diouf qui disait que son budget était déjà fini avant même le mois d'octobre. Donc, voyons cela. Donc, souvent, il a fallu des réajustements pour pouvoir même payer ces indemnités. Et toutefois, moi je suggère que si c'est possible, que l'argent soit déjà sur place avant d'engager les enseignants ou engager le personnel dans les examens, parce que les examens, sans nous, les enseignants ou le personnel qui est examinateur, donc je pense qu'il n'y a pas d'examen, encore moins de correction ou même de résultats pour évaluer le niveau de l'éducation au Sénégal, tant dans la qualité et dans la gestion. Donc il faut combiner
tous les résultats de l'examen pour prétendre à des financements des bailleurs. Voilà, surtout. Donc, vous l'avez si bien dit dans votre intervention. Au niveau, vous avez dit il y a l'introduction de l'anglais. Et les syndicats fustigeaient cette introduction de l'anglais qui, à leur avis, c'était précipité. Et que voyez-vous cet aspect-là aussi? Donc, vous savez, les syndicats peuvent avoir cette lecture, puisque... Parce qu'ils disent que au moins, normalement, on devait recruter des enseignants en anglais au lieu de puiser des enseignants qui sont tenants des classes. Ok, peut-être ils n'avaient pas compris l'esprit d'abord, premièrement, puisque tu n'es pas détaché ou même enseignant anglais spécifiquement. C'est après les concours qu'on va prendre ceux qui vont enseigner l'anglais. Mais ici, c'était une phase pilote, donc il fallait expérimenter le projet. Et je pense que les classes ciblées, c'était le CM1. Donc, le CM1. Oui. Donc, ça, c'est une première et c'est à saluer. Parce que les syndicalistes aussi sont dans leur rôle. Oui. Mais toutefois, c'est que le problème, c'est que nous avons peur des innovations. Donc il faut innover parce que la langue française est une langue qui sera bientôt dépassée. Donc l'anglais constitue aujourd'hui une langue un médium de communication internationale. Donc, et aussi de configuration dans le cadre de la technologie, parce qu'on voit même des ordinateurs. Voilà. Donc la programmation en ordinateur, tout se fait en anglais. On dit même c'est en matière de business, c'est l'anglais qui domine. C'est l'anglais qui domine. Donc voilà, donc aller vers ça, c'est à saluer. Donc on voit aussi dans le cadre d'ICREM, il a été spécifié ceux qui veulent faire. Donc il y a l'option français et anglais. Donc ça c'était une phase pilote qu'il fallait d'abord prendre les enseignants et ils ont fait un appel d'offres. On appelle la candidature. Donc ceux qui sont diplômés en anglais peuvent postuler. Après ils ont sorti une liste. Donc allez retourner dans vos écoles, tenez la classe de CM1 et il y a le préscolaire. Expérimentons cette langue et voyons dans les années à venir ce qui va se passer. Avant d'être généralisé, il y a au moins une expérimentation d'abord. Oui, il y a une expérimentation. Souvent, avec les projets, c'est ça. Donc, souvent, il y a même des régions que l'on choisit. Mais cette fois-ci, alhamdoulilah, c'est au niveau national. Mais d'habitude, pour les programmes scolaires, les nouveaux programmes scolaires, il y a telle région et telle région qui commencent. On voit 1 an, 2 ans. Après, on démultiplie vers d'autres régions, mais cette fois-ci, ça a été donc généralisé, que chaque enseignant qui a été formé dans ce cadre, qu'il retourne dans son école et qu'il tienne seulement les mardis soirs et jeudi soir. Donc, la classe de CM1, donc dans une phase de texte, et donc on va voir après qu'est-ce que cela va donner. Voilà, donc c'est encore une fois, M. Ablaye Marigot, d'être là avec vous. Donc on va se relancer au niveau toujours dans l'éducation. Vous êtes aussi un écrivain. Pourquoi vous avez d'abord allié écrivain et enseignant, ou bien c'est l'écrivain qui est venu après enseignant? Donc ici, je pense que c'est l'enseignement qui a trouvé cette passion pour l'écriture. Donc j'ai toujours écrit, même en étant au lycée. Donc ceux avec qui j'ai partagé mon cursus scolaire le savent. Il y avait même une partie qui m'était dédiée au niveau du tableau d'affichage au lycée Serigne Samsidine Aïdara. Donc c'est là où j'affichais, c'était des poèmes souvent, le plus souvent, des fois des essais, donc de petits essais. Donc là, c'était une passion, mais il y a eu un déclic. Parce que cette passion, j'écrivais, mais je n'avais pas pensé à sortir un ouvrage. Et l'ouvrage, ici, il y a un contexte dans lequel, ou pour lequel j'ai écrit cet ouvrage. Et ce contexte, ça sera visible dans les poèmes. Il s'agit d'abord du décès de mon garçon, donc qui est décédé. Et 2 ans plus tard, ma mère est décédée. Donc voilà, en tant que poète, je m'étais dit, donc ça c'est un motif, donc même une incitation à écrire, et surtout cet aspect, rendre hommage, immortaliser 2 êtres qui me sont chers. Et voilà que je dis, pour résumer, c'est l'éducation ou l'éducateur qui est venu après le poète, l'écrivain. Voilà, donc merci, donc Père
paix à leurs âmes, qu'Allah les accueille dans le paradis Firdaus. Voilà, monsieur Marigot, et dans ce système-là, les gens disent que nos élèves ne lisent pas, ou bien nos élèves n'écrivent pas bien, ça veut dire qu'ils ne sont pas des calligraphes comme autant. Et on dit que nous ces élèves-là, ils ont toutes les attitudes, ça veut dire tous les moyens à leur disposition. Et pourquoi quel est le paradoxe? Oui, le paradoxe entre ça. Donc voilà, tu sais, il y a comment on appelle ça, une maxime, oui, qui dit ceux qui ont connu la guerre, oui, seront les grands hommes. Ils bâtiront des empires, leurs enfants vivront, mais ne seront pas de grands hommes. Eux, leurs enfants, retourneront dans les guerres et dans le chaos. C'est dire que nous, en notre temps, puisque nous pouvons nous prendre en référence, oui, par rapport au changement de système. Donc oui, ce système-là ne nous a pas trouvé encore à l'école. Oui. Donc on pourra prendre auparavant. Donc il y avait cette notion d'aller à la recherche du savoir. Du savoir, oui. Mais aujourd'hui, c'est le savoir qui est là, qui veut que l'on le découvre, mais des gens sont attirés, ou les enfants sont attirés par autre chose, et cette autre chose n'est rien d'autre que les réseaux sociaux. Oui. En l'occurrence, oui, le WhatsApp, oui, Facebook, je ne sais plus, YouTube, Instagram. Donc TikTok. Donc ce sont des choses qui, tu vas m'excuser du terme, oui, qui abrutissent, oui, oui, notre jeunesse, parce que ceux-là qui l'ont conçu, donc pour prendre l'exemple du TikTok, est conçu par les Chinois. Oui. Or, le TikTok que nous avons en Afrique n'est pas visible en Chine. Les Chinois ont leur propre TikTok, c'est-à-dire un TikTok qui montre des choses en ingénierie, en ingénierie bâtiment, mécanique, en robotique, comment on fait ça, comment on fait cela. Donc ce sont des algorithmes, les algorithmes qui viennent d'Afrique, oui, ne sont pas considérés en Chine. Donc c'est dire que ce sont des choses qui sont là, oui, et que les gens utilisent à mauvais escient. Donc c'est ça le malheur aussi. Donc puisque l'Afrique est un continent de consommateurs, oui, donc tout ce qui nous vient de l'autre côté, malheureusement il n'y a pas une formation ou une sensibilisation qui s'ensuit, et les gens abordent cette chose-là comme bon leur semble. C'est pour cela qu'on voit toutes les dérives au niveau des réseaux sociaux. Oui. Donc commencer par les obscénités, donc des gens qui sont à peu près nus, et donc des danses érotiques, donc tout ce qui est de nuisible, fait et de facto, qui peut corrompre et être nuisible pour la société. Malheureusement, nous l'avons dans les réseaux sociaux, et il n'y a pas une politique, de restreindre l'utilisation par rapport à l'âge, par rapport au milieu et par rapport aux heures. Or, c'est ce qui se fait en Chine. En Chine, si un enfant ouvre sur TikTok, il n'a pas 16 ans. Donc, l'application détecte automatiquement son visage. Et sans que cet enfant n'a pas 16 ans, et l'application bloque automatiquement son accès. Donc, malheureusement, nous, en Afrique, ce n'est pas le cas. Tout le monde peut aller n'importe où, peut cliquer n'importe où. Là-haut, c'est dommage. Donc, merci de cette réponse. Donc d'abord on va maintenant aller au niveau en tant que tel l'écrivain. Donc êtes-vous aidé par quelqu'un pour écrire d'abord? Oui. Non, cette écriture, vous savez, l'inspiration, oui, elle est personnelle, elle est inexplicable, elle te vient. Oui. Donc tu peux marcher donc dans les rues, avoir un projet d'écriture, oui, et comme ça il y a des choses qui te viennent. Peut-être tu les notes à travers ton téléphone, oui, ou un carnet. Pour mon cas, c'était un carnet, donc j'écrivais tout ce qui me passait à l'esprit, bien que j'avais comme objectif de sortir un ouvrage. Et pour sortir un ouvrage, je pense que même avec les outils de l'IA, oui, donc se lancer dans ça, c'est-à-dire se faire aider dans l'écriture, ou bien faire écrire son ouvrage par une IA et apporter des correctifs, oui, donc ça n'a rien de glorieux, ni de fierté, mais
il faudra cette production doit venir de la personne pour que tu te sentes fier et pour que aussi tu puisses expliquer textuellement et même métaphoriquement son contenu, parce que tout son contenu vient de faits vécus et aussi trouve son inspiration ou son soubassement dans les ressentiments et dans la vie et même dans l'œuvre et le parcours du poète ou de l'auteur de l'ouvrage. Très bien. Donc, vous avez écrit combien d'ouvrages? Donc, présentement, c'est le seul qui a été publié. Mais j'ai deux manuscrits encore, donc que je passe en rédaction. Ce sont des manuscrits, donc je vais les saisir. Donc j'ai commencé d'ailleurs, j'ai presque terminé l'autre. Donc il y a un autre manuscrit, donc c'est déjà en tapisserie. Comme ça après on va voir au niveau des éditions Aminata Sow Fall ou des éditions Djeylani, comme ce fut le cas de Parchemin Inimité. Donc comment publier ces ouvrages, mais toutefois peut-être on y arrivera. Quels seront les problèmes que nous rencontrons en tant qu'écrivain. Donc je vais parler de ça. Pourquoi les autres ne sont pas encore sortis. Voilà. Donc sur ce, on va d'abord attaquer le thème de cet ouvrage-là. Donc le thème, on a dit parsemé, humecté. Quelqu'un qui lit pour la signification, ou bien il y a quelque chose qui se cache derrière ce titre-là? Évidemment. Oui. Comment, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus clairement ici? Donc ici, on est dans le registre de la poésie. Et tu sais, le langage poétique est un langage qui diffère du langage courant. Donc on peut employer les mêmes mots, mais avoir un autre sens. Parce que la poésie revêt ce que l'on appelle la mystification, la personnification, donc les comparaisons. Donc ce sont ces aspects-là qui donnent des forces aux mots pour que ces mots signifient autre chose que ce que un lecteur lambda peut penser que cela signifie. Donc le parchemin humecté. Donc on sait tous que les parchemins au Moyen-Âge, on écrivait sur des parchemins. Ce sont des papyrus. Donc des papyrus sur lesquels peut-être certains ont été extraits des arbres. Donc et d'autres, ce sont des peaux de bêtes sur lesquelles on écrivait. Et ces parchemins étaient enroulés souvent. Donc ici, j'ai dit que ça, c'est un parchemin. Donc parce que ce livre raconte un aspect de la vie du poète. Donc je t'ai parlé de la tragédie de mon enfant et ma maman. Donc c'est comme un parchemin qui est là enroulé, mais humecté. Humecté, ça signifie qui est un peu mouillé, qui est mouillé légèrement. Donc c'est un parchemin qui est là, qui renferme la vie du poète, mais qui est humecté. Donc qui est mouillé. Par quoi? Mouillé par les larmes de ce poète qui a pleuré son enfant. Et après 2 ans, en sanglots, je l'ai écrit ici. Voilà la mère qui s'efface devant le rempart. Donc voilà ce qui signifie l'aspect parchemin humecté. Ce titre-là, ce sont des parchemins, des peaux de bêtes sur lesquelles il y a mes écritures, mais qui sont un peu mouillées par les larmes. Voilà, merci. Donc la signification de l'ouvrage. Vous, après avoir écrit, quel éditeur vous a aidé à publier? Parce que après avoir écrit un ouvrage, il faut un éditeur. Oui, donc je l'ai terminé et puis je l'ai dit à Idrissa Sow Gorkodjo Moussepla. Donc il m'a demandé à mener c'est-à-dire le tapisserie, ce qui est déjà saisi. Donc on a revu ça ensemble. Donc il a cherché dans ses relations et il a trouvé qui l'autre Saloum Diahité des éditions Aminata Sow Fall. Donc ce sont ces éditions qui ont édité le parchemin humecté. Donc voilà, donc c'est par les relations de Gorkodjo et parce qu'aussi il a vu l'intérêt, aussi la richesse de l'ouvrage, parce que je l'avais proposé à un concours à la francophonie, mais ce qui
qui a un peu, c'est que l'ouvrage n'est pas passé, c'est parce que il y a beaucoup de critiques, surtout dans la deuxième partie, sur le néocolonialisme, on va en revenir sur les chapitres. Donc la francophonie, donc, voilà ces aspects-là. Donc il ne voulait pas aussi que un tel ouvrage donc passe. Donc, voilà. Bon, mais alhamdulillah, puisque l'œuvre en tant que telle est sortie. Voilà. Très bien. En combien d'exemplaires, d'abord, en combien de temps vous a coûté pour écrire cet ouvrage-là? Après l'avoir écrit, en combien d'exemplaires vous l'avez multiplié? Donc, bon, pour cette écriture, parce que ça ne m'a pas empêché de vaquer aux occupations, parce que je l'ai écrit aussi donc durant l'année scolaire. Donc, durant l'année scolaire, si à mes heures perdues, si je ne suis pas au terrain, ou même avec des amis, donc j'écrivais quelques poèmes, j'ai réajusté quelques vers, donc surtout, dans l'ouvrage, peut-être on arrive là dans le style, le style, j'ai créé un autre style qui est différent du style classique, qui est différent du style négro, de la négritude, donc négro-africain. Donc, c'est ce que j'ai appelé le rigostiche. Donc, le rigostiche, c'est un hémistiche du classique, mais avec d'autres combinaisons. Il n'est pas de A, A, B, B, ou B, A, B, A, B, mais c'est de A, B, C, D, D, C, B, A. Donc, c'est d'autres formes, d'autres styles, dans la longueur même des vers, la forme des rimes, donc le monorime, inventer la monorime, donc le rigostiche aussi. Et aussi, il y a un autre aspect qui est dans le rythme et la césure. Donc j'ai déplacé la césure au lieu de 6 syllabes. Donc je l'ai déplacé à 8 syllabes. Parce que je considère que la poésie ne peut plus se permettre le luxe d'être contraint dans les règles classiques. Or que le classicisme c'était depuis le XVIIe siècle. Voilà, donc après l'ouvrage, cet ouvrage-là, est-ce que vous avez eu un ouvrage où les gens ont refusé la publication? Non, pas encore. Oui, ça arrive. Ça arrive. Je pense que ça sera aussi une occasion, le répondant, de dire aux jeunes qui titillent l'écriture ou la plume que Vélingara dispose désormais de sa maison d'édition. Donc les éditions Aminata Sow Fall de Idrissa Sow Gorko. Donc moi je suis membre de la commission scientifique, donc parfois chargé de la correction de certains ouvrages. Donc ici, dans la maison d'édition, Aminata Sow Fall, donc vous proposez votre tapisserie et les gens, la commission scientifique se réunit pour évaluer. Donc il y a souvent des suggestions qui sont faites. Peut-être l'ouvrage n'entre pas dans le cadre, dans la ligne éditoriale de la maison d'édition. Et ça, cela sera dit et exprimé clairement. Parfois, donc ça ne répond pas aux normes de qualité et la maison d'édition Aminata Sow Fall te propose une correction, une amélioration donc de la forme d'écriture. Tu sais, bon, tu peux amener un ouvrage, donc dire que moi j'ai écrit, j'ai amené ça là-bas, ils n'ont pas accepté. Or, un livre que tout le monde va lire et on ne sait pas va tomber sur qui. On ne peut pas se permettre d'avoir un français laborieux. Donc, un français qui ne respecte pas un certain nombre de, même si c'est au courant, si ce n'est pas soutenu, mais que ce soit un langage courant, mais souvent ce sont des expressions ou même une forme d'écriture qui ne répond pas donc aux normes. Et la maison d'édition te propose une correction. Si tu n'as pas cet argent, donc il ne faut pas dire qu'on t'a rejeté purement et simplement. Souvent il y a une proposition qui est accompagnée, mais en dehors de cette maison d'édition, il y a Abdourahmane Diallo, Kounkané, il y a les éditions du Fouladou, ancien principal de Bounakan. Donc lui aussi il a une maison d'édition, il est de Kounkané. Donc les gens, en défaut d'avoir Gorkodjo, ils peuvent contacter Abdourahmane Diallo avant d'aller à Dakar se proposer où on va te demander de l'argent, mais si par leur relation, on peut là
direction du livre et de la culture peut financer l'édition. C'est ce qui est le cas ici. Donc c'est la direction du livre et de la culture qui a financé l'édition du parchemin émecté. Donc dans cet ouvrage-là, maintenant on va entrer dans l'ouvrage proprement dit. Dans l'ouvrage, combien de chapitres vous l'avez fait? Non, bon, ici ce sont des poèmes. Parce que les poèmes c'est 50 poèmes. 50. Donc il est divisé en 2 parties. Donc la première partie s'appelle Douleur et fleurs. Et deuxième partie, c'est L'œil de l'épervier. Donc chaque partie contient 25 poèmes. Donc Douleur et fleurs, pour expliquer seulement les titres. Donc douleur, donc tu vois encore, donc cette douleur de ce qu'on ressent, voilà. Ce qu'il ressent après la perte de son enfant et la perte de sa maman. Donc douleur. Mais en même temps, puisqu'il y a la fleur, donc cette perte ne peut pas être un frein à la vie de l'auteur ou bien du poète. Donc il faudra continuer. Donc la fleur symbolise une renaissance. Malgré cette douleur que le poète a ressentie et qui s'est succédé. Mais il y a cette fleur, cet espoir d'être ce lampant d'effort, d'être cette lumière comme on le prête souvent au poète, donc des masses opprimées et mener des combats à notre niveau, donc des combats que nous jugeons nobles, qui se rapportent à la société, qui se rapportent à la religion, et lutter contre les oppressions, quelle que soit leur origine et quel que soit sur qui elles sont exercées en tant que poète humaniste, c'est-à-dire d'avoir cette posture-là, de la dénoncer, au cas échéant, participer là où on l'éradique. Donc voilà cet aspect de douleur et fleur. Donc la deuxième partie, c'est L'œil de l'épervier. Donc tout à l'heure, je parlais de l'œil de l'épervier. Donc c'est cet œil-là qui surveille le monde. Et dans cette partie, c'est là où j'ai fait une analyse sur donc le continent et beaucoup de choses dont j'avais parlé ici dans l'ouvrage et j'avais prédit leur fin se sont arrivés. Bachar al-Assad, j'avais dit qu'il finira, donc il sera déchu, donc la Syrie retrouvera sa liberté. Donc avec IBK au Mali, j'avais dit qu'il sera renversé dans l'ouvrage. Et donc l'ouvrage de Signal est sorti en fin 2020. Et Bachar, ça ne fait même pas quelques mois. Quelques mois qu'on l'a cherché au niveau des pouvoirs. Donc voilà, des choses en Birmanie. Donc en Birmanie, ce qui se passe en Birmanie, les Ouïghours en Chine, donc tout ça je l'ai parlé dans l'ouvrage. Donc c'est dans la partie L'œil de l'épervier. Donc cet œil là qui surveille le monde, donc où le poète ici revêt son manteau d'humaniste panafricaniste pour faire des analyses par rapport à l'Afrique, donc par rapport au franc CFA, donc je l'ai parlé dans cette deuxième partie, par rapport à l'impérialisme, donc à l'immixtion et l'ingérence des étrangers dans nos affaires intérieures. Donc tout ça a été dénoncé. J'ai parlé de Kémy Séba, il y a un poème qui lui est dédié, il y a un poème panafricaniste, il y a un poème aussi qui est dédié à Sonko, et même l'arrivée de Barack Obama donc aussi aux États-Unis. Donc l'interprétation, ce poème s'appelle l'interprétation. Et pourquoi interprétation? J'ai dit c'est le rêve de Martin Luther King. Quand il disait qu'il a un rêve, c'est ce rêve-là qui s'est réalisé. Donc ce dream-là, c'est Obama qui était ce rêve de Martin. C'est pour cela que j'ai appelé le poème l'interprétation. Donc l'interprétation du rêve de Martin Luther King. Et en effet, c'est Barack Obama qui s'est réalisé avec la venue à la présidence des États-Unis d'un noir, d'un afro-descendant, donc qui préside aux destinées des Américains, donc dans un pays où il y avait une traite d'abord négrière et une discrimination raciale, ethnique, et donc une ségrégation purement et simplement inacceptable, et qui a valu la vie à de grands hommes comme Malcolm X, Martin Luther King, donc, et bien d'autres gens. Donc voilà cette deuxième partie-là, ce qui explique L'œil de l'épervier, et la première partie, c'est Douleur et fleurs. Voilà, maintenant, pour l'ouvrage, à combien échangez-vous cet ouvrage-là? Donc cet ouvrage est censé
échanger. Parce qu'on ne peut pas accepter l'écrit de quelqu'un, on échange. Oui, on échange. Voilà. Donc voilà, je l'ai laissé à 5000 parce que ce qui m'intéressait trop, c'est de partager, c'est-à-dire parce que cet aspect de la mort, je l'ai universalisé. Je me suis mis à la place de quiconque pour qu'à travers ces poèmes, que tu t'y retrouves, tu penses, si tu as perdu une maman, que tu lises par exemple à celle qui est restée, l'abbaye ou Intuition, donc de Vénice, la tourterelle, Gynécée, donc le roc, la maternelle, donc aux colombes, à la mer, donc l'innocence, la plante rescapée. Par exemple, ici la plante rescapée, c'est un dialogue. Donc pas un dialogue parce que la maman n'a pas répondu, mais c'est le poète qui parle à sa maman. À sa place. Donc il parle à sa maman qui lui dit aucune fleur je n'exposerai, donc aucune bougie je n'allumerai. Je m'adresse au Dieu d'Abraham, Seigneur d'Adam et des esprits. C'est bien une grâce d'avoir la face insolée par la cité mère, parmi les vertueuses ou les damnées, point de connaissance. Regarde-moi. Donc voilà, donc c'est le poète qui s'adresse à sa maman et qu'elle ne sait pas. Donc il a dit parmi les vertueuses, c'est-à-dire au paradis ou en enfer, je ne sais pas, mais regarde-moi. Reconnais l'arbre qui fit honneur à la graine. Donc l'arbre qui fit honneur à la graine c'est l'enfant. C'est l'enfant. Donc reconnais mère, cet enfant qui est devenu adulte aujourd'hui et qui écrit et qui est devenu enseignant. Cette graine défia argile et cailloux. Donc les péripéties de la vie. Donc ces cailloux fisant de tous côtés. Donc puisque j'ai été jusqu'en Égypte, donc en Libye, donc dans les pays maghrébiens aussi, les pays de l'Ouest, comme le Mali, Burkina et Niger. Le Niger, donc j'ai vu tout ça, donc j'ai dit ces cailloux fusant de partout, donc se cognent à la voile impériale de tes bénédictions. Donc c'est ça, parce que pourquoi j'ai survécu à ça, parce que j'ai été à la fin de la guerre en Libye. Pourquoi j'ai survécu à ça, selon moi, ce sont c'est la voile impériale des bénédictions de la maman. Donc c'est cela qui a permis que le poète, après avoir parcouru tout ce monde, est revenu aujourd'hui et écrit des poèmes. Donc voilà, Manégo, essuie tes larmes. Donc Mané, la moisson trouve la paysanne dans les obscurs entre des ancêtres. Donc elle a fait tout pour moi. Mais le temps que le poète réalise quelque chose, la maman est partie. Elle est partie. Donc c'est pour ça que j'ai dit la moisson trouve déjà la paysanne, la maman dans les antres de la terre, c'est-à-dire déjà morte. Donc voilà, c'est cette forme d'écriture que je voulais partager. C'est ce qui a fait prévalu sur le prix. J'ai dit 5 000 francs, ce n'est rien. Ce n'est rien, oui. Donc moi, ce que je cherche, que tout le monde ait cet ouvrage, partage avec moi cette douleur universelle de la mort, de perdre deux êtres chers en même temps dans un espace, très limité, pas aussi grand, et aussi pour celle, c'est-à-dire la maman, qui a parcouru tout ce monde pour revenir et l'honorer, celle-là n'a pas trop profité de toi. Et donc voilà qu'elle est partie. Donc voilà un peu cette douleur et cette fleur qui explique, qui traduit la quintessence de la première partie, douleur et fleur du parchemin émecté. Et voilà, vous aviez dit que vous avez dénoncé le néocolonialisme. C'est pourquoi au niveau du concours de la francophonie, le livre n'a pas été retenu. Pouvez-vous nous en lire un peu une partie là où je crois ce qui les a touchés, ça veut dire ceux qui n'ont pas accepté pour que ce livre-là ne puisse pas être retenu dans ce concours-là de la francophonie. Donc, bon, moi, c'est mon impression. Oui. C'est l'impression que j'ai eue. Parce que le poète il a des mots qui parlent, qui est touchant, ça veut dire qu'il touche des gens. Ça touche même l'âme, on dit, ça touche l'âme de la personne. C'est ça. Ici, par exemple, j'ai dit, par exemple, le poème s'appelle, c'est dans la deuxième partie, L'œil de l'épervier. Ce n'est pas Descartes.
Donc, tu connais le philosophe français Descartes, René Descartes. Donc, Descartes, lui, il a théorisé le cartésianisme. Donc, c'est-à-dire la raison. Donc, ce n'est pas de la raison qu'une république vire à la dictature, où l'espoir n'est pas soleil et le lendemain vient sans Dieu. Donc, ils l'ont à cause d'une enjambée arrêtée, humiliée. Et donc, ici, c'est Kémi Séba. Donc, pareil au cou sec, à l'oreille dispersée concierge, de la monnaie de servitude et de dépendance. Donc, la monnaie de servitude et de dépendance. Ça veut dire que vous parlez du français. Ici, qu'elle soit par folie et racisme préoccupée de par la couleur. Donc, c'est-à-dire c'est la France qui est préoccupée par la couleur de la peau des nègres qui partagent son souffle. Je dis jamais, elle n'imera. Je parle de Marine Le Pen. Elle n'imera à l'Élysée l'odeur des fleurs et des choses qui les enivrent. Donc, cette élection passée, on a pensé qu'elle allait remporter. Elle allait gagner. Le poète avait prédit ici que Marine Le Pen, que puis sa posture de raciste et qui a des problèmes avec la peau noire, jamais elle n'aura l'odeur des fleurs à l'Élysée. Ça veut dire à l'Élysée. Donc voilà, tout ça entre autres, puisque je vois que le temps est presque fini. Mais c'est dire que cet ouvrage, surtout la deuxième partie, traite des questions d'impérialisme de la France surtout. Et j'ai proposé des solutions. Et j'ai dit que les man du Sahara s'abreuvent au Fouta Djallon. Donc, qu'est-ce que je voulais? Les man du Sahara, ce sont les fantômes du Sahara. Que les fantômes du Sahara aillent boire au Fouta Djallon. C'est-à-dire cette intégration africaine. Que l'on libère des 14 coincés dans les serres monétaires du passé. Donc, les 14 coincés, ce sont les 14 pays qui utilisent le français. Donc, il faudra qu'on essaie de s'organiser pour sortir de ce système. Et aussi, que l'on revoie toutes les pays mortes volantes. Ici, je parle des contrats signés, à l'avantage des multinationales au détriment des peuples africains. Donc voilà entre autres cet aspect d'impérialisme que j'ai dénoncé et pour lesquels j'ai proposé des solutions pour sortir l'Afrique. Je pense quelqu'un qui sera mieux outillé et plus placé pourra usage ou même s'inspirera de ces solutions, pour asseoir quelque chose qui va nous conduire à un réveil global. Il y a un réveil déjà, un réveil global qui va toucher toutes les provinces, toutes les terres et toutes les contrées de l'Afrique. Voilà, on ne peut pas terminer cette émission sans pour autant dire les problèmes que vous rencontrez en tant qu'écrivain. Et qu'est-ce que vous attendez des bonnes volontés ou bien des autorités? Donc ici, à notre niveau, c'est-à-dire au niveau du département ou de la région en quelque sorte, les écrivains ont souvent un problème même d'achat. Que nos autorités achètent des ouvrages. Donc pour sortir un ouvrage, l'auteur te donne 50 exemplaires et à la fin de la vente de ces exemplaires, il te vend l'ouvrage. Donc pour avoir quelque chose, pas pour payer l'écriture, parce que l'inspiration, ça prend énormément de temps et même d'ajuster des choses et du courage aussi d'exposer son niveau de langue au public et dire voilà ce que je sais et ce que j'ai écrit. Et ça mériterait quand même une attention particulière et donc une valorisation. Et nous ne sommes pas moins valeureux que ceux-là qu'ils financent, qui font des turnovers sans pour autant les minimiser, des concerts ou quelque chose. Ici, c'est la production intellectuelle à des vitesses vertigineuses et à haute facture. Donc l'écriture n'a rien à voir avec les concerts ou quelque chose d'autre. Ça, c'est la production intellectuelle qui vise des aspects comme l'éducation, le divertissement, donc ici l'instruction, donc ici la formation même, parce que le livre est un ensemble, un monde où chacun pourra le voir à partir de son âge. Et l'autre aspect, c'est même l'accompagnement à la cérémonie de dédication.
Donc, tu imagines depuis fin 2020 jusqu'à aujourd'hui, et je compte, Inch'Allah, et je profite sans pour autant faire une publicité, de faire ma cérémonie de dédicace au courant du mois de mai. Et Diaobé TV sera informé de la date exacte. Et je compte aussi vous voir à la cérémonie, Inch'Allah. Donc, c'est dire, après, donc il faudra ici, à Vélingara, qu'on sorte 5 ans après pour qu'il y ait une cérémonie de dédicace. Alors, ça ne demande même pas des millions. Il suffit juste d'une bonne volonté et d'un mécénat sincère pour pouvoir le financer. Il y a un homme politique qui m'en a fait proposition, je ne vais pas parler de son nom, comme ça. Qui m'a dit il pourra m'accompagner. Donc pour ça, c'est dommage. Et cet homme n'est pas dépositaire d'un mandat, pour le préciser, avant que, puisque je ne dis pas de nom, que chacun pense qu'il s'agit de son leader, donc il n'est pas dépositaire d'un mandat. Donc c'est dire que ce n'est pas un élu. Donc c'est un homme politique purement et simplement. Donc voilà, entre autres, les problèmes que nous, écrivains ou producteurs intellectuels, rencontrons. Tu peux faire tout. Des fois, on te demande de l'argent pour la correction, on te demande de l'argent pour l'édition. Donc tu sors ton ouvrage, même pas ta famille n'achète pas l'ouvrage. Donc je parle dans le cadre général. Donc même la famille n'achète pas l'ouvrage. Donc la famille des gens t'appellent félicitations. Mais même si vous ne lisez pas, mais l'acte d'acheter, ça encourage l'écrivain. Parce qu'il ne cherche pas à bâtir un empire à travers l'ouvrage. Donc l'ouvrage, c'est juste une production intellectuelle qui met gracieusement au service de l'humanité. Parce que l'île peut mourir, les œuvres avec lesquels nous avons été formés. Est-ce que nous avons vu leur auteur? Non, les Victor Hugo, une si longue lettre de Mariam Abba. Nous ne les avons pas vus. Donc tu produis pour l'humanité et pour la postérité. Donc ici, Vélingara, je le dis ici, d'une manière claire et limpide, que nos autorités manquent réellement de volonté d'accompagner les producteurs intellectuels. Je ne parle pas des sabarman ou des concertman. Je parle des producteurs intellectuels. Ils n'ont pas cette volonté et c'est dommage. Parce que les écrivains comptent sur elles, les autorités, pour se faire un nom, pour exister et pour concurrencer d'autres. Parce que la qualité des ouvrages, si tu prends un Idrissa Sow, Gorkodio, Moussé Pla, qui a des prix partout. Donc c'est dire que la qualité des ouvrages ici à Vélingara, ce sont les Vélingarois qui ignorent cette qualité, puisqu'ils n'achètent pas les ouvrages. Mais au niveau national, au niveau international, Gorkodio a été reconnu, fait la fierté du Sénégal. Mais peu de gens le connaissent. Les gens ont même, c'est-à-dire cette passivité de magnifier quelque chose de beau. Et c'est dommage. On est là pour commenter ou même entraîner ou même faire venir des artistes à coût de millions. Mais quelque chose de beau ici à travers des ouvrages, on n'est pas disposé à le faire. Et là, je le dis d'une manière simple et limpide, que cela doit être amélioré. Une bibliothèque départementale serait la bienvenue. Comme ça, les autorités achèteront des ouvrages, 1000 livres ou 500 ouvrages d'un écrivain, même si c'est 1000 francs. Donc c'est quelque chose. Donc ça vaut plus quand même, parce que l'impression, donc la réflexion, tout le ça. coût du transport de Dakar à ici, c'est c'est pourquoi je disais même il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, donc moi pour résumer, c'est à 5000 francs. Donc je mets là où on peut l'avoir, le lieu, oui. Donc ici, il y a Idrissa Sow Gorkodio, donc qui a une petite librairie qu'il a, et moi-même qui parle l'auteur. Donc j'en ai des ouvrages. Si des gens sont intéressés, peuvent vous contacter ou me contacter, parce que c'est dans beaucoup de groupes. Peut-être ils verront mon numéro là-bas. Comme ça, pour aider. Ou bien même vous pouvez dire votre numéro si les gens qui sont intéressés de le prendre. Ok, donc c'est le 76 643 23 78. Voilà, donc c'est le numéro que vous pouvez appeler pour se procurer de ce bouquin-là. Donc encore une fois, monsieur Marigot, c'est la fin de l'émission. J'ai ravi de partager cette émission avec vous. Encore une fois, votre dernier mot pour clore cette émission. Merci Diallo, c'est un plaisir de partager le plateau avec un camarade de promo.
Et aussi, toutes mes félicitations, mes encouragements à Diaobé TV. J'en entendais parler, et aussi à travers le net. Je ne suis jamais venu ici, mais c'est déjà une satisfaction. Et dire que je ne ferai pas comme nos autorités. Si c'était dans une autre posture, j'aurais accompagné Diaobé TV. Donc ça, c'est une fierté d'avoir une télé locale, d'émettre à partir du Fouladou, et que tous les Fouladunga ou je ne sais quoi, ils vont les appeler, donc vont se retrouver, se retrouver à travers ce médium de communication. Et je vous souhaite plein succès. Et je salue aussi vos téléspectateurs. Je salue tous les patriotes et je prie pour le succès du projet qui sera un succès pour le Sénégal et pour l'Afrique. Parce que s'il échoue, ça sera une catastrophe pour tout le monde. Donc prions que ceux qui nous dirigent, nos gouvernants, trouvent les mécanismes de sortir le Sénégal du gouffre et dans la situation dans laquelle le pays se trouve. Donc qu'il y ait paix, bonheur, prospérité sur l'humanité, sur les enfants de Gaza et de la Palestine, sur les enfants et nos frères et sœurs de la RDC et de tous ceux qui sont victimes d'une manière ou d'une autre d'une oppression, donc d'une cabale soutenue ou non par les lobbies internationaux. Donc Dieu mette la main sur ces pauvres serviteurs qui retrouvent la paix et la liberté. Merci Diallo. C'est un réel plaisir. Voilà, merci encore une fois, chers téléspectateurs de Diaobé TV. Donc, c'était votre émission Parlons Éducation. À la présentation, votre ami et fidèle serviteur Moustapha Diallo. À la technique, c'est DJ Zul. Donc, nous avons un peu pris le temps. Donc, on s'excuse encore une fois. Merci, chers téléspectateurs, et à très bientôt pour une autre émission Parlons Éducation.